particules de beauté. L'homme n'est que ce qu'il est, et il ne peut donner ce qu'il ne possède. Pour donner, il faut posséder. À plus forte raison, pour créer dans le domaine de l'art, il faut porter en soi les moyens de réaliser cette création, d'exprimer la splendeur de l'âme et de l'esprit. Si on ne porte rien, on ne créera rien. Certains vous présentent des œuvres d'art, soi-disant qui sont de véritables monstruosités. On se demande bien où ils sont allés les chercher. C'est très simple. En eux-mêmes, puisqu'on ne peut rien produire de divin si l'on est habité par le ciel. Et on ne peut rien produire de diabolique si l'on ne porte pas l'enfer en soi. Pour donner plus que ce qu'on est, il faut sortir de soi, monter, se dégager, pénétrer dans les régions supérieures pour y capter quelques particules de beauté ou de lumière qu'on donnera ensuite aux autres. Voilà le secret divin. Bonsoir et bienvenue au siège de l'information. Le siège de l'info, Charbel Ayou. 90 minutes sur l'ensemble de nos réseaux pour vous faire le point de l'actualité au Bénin, en Afrique et dans le monde. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus à la grand-messe de l'information du soir sur Golf TV Africa. C'est le siège de l'information. Mesdames, messieurs, je vous informe tout de suite que nous aurons un invité ce soir. Cette affaire de population dégagée à Khoulakodi et non relogée revient toujours au devant de l'actualité. Ce soir, nous aurons avec nous l'un de leurs porte-parole, Jules Vincent Wessinou. Il viendra ici nous expliquer les tenants et les aboutissants de cette affaire, qu'ils tiennent ferme comme brique. Mesdames, messieurs, prenez le rendez-vous. Ce sera tout à l'heure même sur ce plateau, au siège de l'information. Mais avant, voici ce qui fait le sommaire de l'actualité ce soir, en direct de Cotonou. La deuxième session ordinaire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication se tient depuis ce matin à Cotonou. L'appropriation des textes relatifs à la réglementation des activités des médias pendant la période de pré-campagne est au cœur des rencontres. Trilogie École gagnante entreprise ministère, l'acte 6 a eu lieu ce jour à Cotonou. C'est à travers une cérémonie présidée par Jean-Claude Dona Oussou. La classe 2002 des forces armées béninoises célèbre ses 20 ans de carrière, des festivités placées sous le signe de la fraternité et de la convivialité. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Merci de nous rejoindre à cette grand-messe de l'information du soir sur Golf TV Africa. Merci de choisir le siège de l'info pour vous informer. Merci de toujours nous préférer. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication tient depuis ce matin à Cotonou sa deuxième session ordinaire au titre de l'année 2022. Le président, la rencontre a procédé à l'appropriation des textes relatifs à la décision portant réglementation des activités des médias pendant la période de campagne, de pré-campagne pour les élections législatives du 8 avril 2023 et la loi portant
Loi organique sur la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Il faut le préciser, avant tout ceci, la session a procédé à la signature de la convention avec 6 promoteurs de nouvelles radios. Mesdames, Messieurs, je vous invite ici à suivre à l'occasion le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, Rémi Prosper Moretti. Il est suivi du porte-parole des promoteurs de radio. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans un cercle plus large pour un programme dont la plus grande partie sera consacrée à la campagne médiatique des législatives du 8 janvier 2023. Nous avons le devoir de le préparer avec minutie pour éviter toute surprise pouvant saper nos efforts et mettre en danger notre démocratie. C'est ici le lieu de remercier et de féliciter tous les promoteurs qui se sont pliés aux exigences de nos tests afin de franchir les différentes étapes de la sélection et être dans cette salle ce matin pour la signature des conventions qui les lieront désormais à la HAC tant qu'ils en respecteront les clauses. J'espère qu'ils en feront bon usage en amenant les auditeurs à cultiver la paix et la concorde par des propos et des attitudes républicaines. Je souhaite aussi que les radios soient des instruments de développement dans les localités où elles émettent. La cérémonie de ce jour consacre l'existence légale de nos radios communales. C'est, à n'en pas douter, l'aboutissement d'un très long processus dont je ne voudrais pas rappeler ici les péripéties. Je vais tout simplement révéler que durant cet épisode, nous avons eu à bénéficier de votre bienveillante tolérance. Monsieur le Président, soyez assurés que nous prenons collectivement l'engagement de respecter à la lettre les obligations qui sont les nôtres, déclinées principalement dans 18 articles de la présente convention de cession de fréquences pour nos 6 communes. La plénière de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, après avoir délibéré, a rendu publique la décision devant réglementer les activités des médias pendant la période de pré-campagne des élections législatives prochaines. Cette période court de ce 30 septembre 2022 au 22 décembre 2022. Suivez à l'occasion un extrait de la décision rendue publique par le premier rapporteur de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, Fernand Baguidi. La pré-campagne médiatique couvre la période du 30 septembre au 22 décembre 2022 à minuit. Article 3. Durant cette période, la diffusion de tout élément de campagne électorale précoce est interdite conformément aux dispositions de l'article 47 du Code électoral de la République du Bénin. Sont notamment concernés les comptes rendus des activités réalisées à des fins de propagande au profit d'un parti politique ou d'un candidat. Les activités au cours desquelles les organisateurs ou les invités, personnalités politiques ou non, font des dons et libéralités ou des faveurs, parrainent ou participent à des cérémonies, à des événements coutumiers, religieux, culturels, sportifs et commerciaux. Les spots et encarts publicitaires politiques relatifs aux dites élections. Les images de bordereaux appelant à soutenir ou dénigrant tel ou tel parti politique ou candidat.
les appels à voter pour tel ou tel parti politique ou candidat, les émissions, les films, les discours, les interventions, les sketchs, les chansons, les articles d'archives mettant en scène un parti politique ou un candidat. Article 4. Les médias publics et privés doivent notamment en cette période privilégier la couverture des activités d'information électorale des institutions et ministères intervenant dans l'organisation des élections législatives du 8 janvier 2023. Respecter les principes d'objectivité, d'honnêteté et de véracité dans les genres d'opinion tels que l'éditorial, le commentaire, la chronique, le billet. S'interdit la diffusion ou la publication d'informations, d'émissions, de propos, de chansons, de jeux, de spots, de communiqués, de proverbes, de caricatures et de récits satiriques qui sont de nature à inciter à la haine, à mettre en péril la cohésion nationale, à s'attaquer ou à tourner en dérision un parti politique, ou candidat. S'interdit la publication ou la diffusion de propos incitant à la violence, à la révolte ou outrageant vis-à-vis des institutions de la République. S'interdit en ce qui concerne la revue de presse en quelque langue que ce soit, de prendre en compte des organes de presse écrites n'ayant pas une existence légale, de reprendre les informations dont la véracité n'est pas établie, de commenter et de porter quelques jugements de valeur sur les informations relayées et dont les preuves ne sont pas établies. Article 5. Nonobstant les articles 3 et 4 précités, les médias peuvent diffuser ou publier tout autre élément relatif aux élections législatives du 8 janvier 2023, notamment les rencontres d'échange et d'information, les déclarations d'adhésion et les cérémonies d'installation des cellules de partis politiques sur toute l'étendue du territoire national. Les communiqués et avis de réunion des partis politiques, des organisations de la société civile, les déclarations de candidature. Article 6. Les médias audiovisuels publics et privés peuvent, pendant la période sus-indiquée, diffuser des émissions interactives. Toutefois, lorsqu'elles ont un caractère politique, ces émissions doivent impérativement être confiées à des professionnels compétents, respectueux des règles d'égalité, d'impartialité et d'objectivité. Des zones humides menacées en raison des infrastructures à Cotonou, c'est une alerte lancée par un spécialiste des questions environnementales, Brice Edayosou, qui appelle les autorités au plus haut niveau à agir afin de participer à la sauvegarde des espèces présentes dans ces zones humides. Il est interrogé ici par Spero Awusieno et Janvier Eletz. Depuis quelques 5 jours, nous sommes victimes d'un crime écocide, d'un crime écologique par l'entreprise chinoise HNRB qui déverse de la boue en nature en pleine zone humide protégée par la convention de Ramsar sur les zones humides. Et nous sommes en face d'un crime chimique. Le Bénin a signé la Convention internationale sur les armes bactériologiques et chimiques, la Convention de Rotterdam, et l'article 27 de notre Constitution nous oblige en tant qu'individu et en tant qu'organisation défenseur des droits de la nature à protéger donc cette nature. Dans cette dynamique, nous nous sommes plaints auprès de l'autorité au sommet de l'État. Nous nous sommes plaints auprès du ministre du cadre de vie, de la préfecture et de la mairie et de la brigade environnementale, qu'ils ont tous envoyé une délégation sur le terrain. Alors tout de suite l'entreprise a cessé donc ce déversement, c'est-à-dire cette activité frauduleuse et contre les normes environnementales selon la Banque mondiale. Cette même entreprise est en train de creuser donc un site de déversement, d'installer un site de déversement dans la ruelle de la brigade des mœurs à Agla en pleine agglomération. Et à l'instant
où je vous parle, cette installation crée déjà de l'inondation et menace la santé des riverains si jamais cela se produit. Si vous allez au niveau du CG de Védocor, vous allez remarquer que juste après la clôture du CG de Védocor, il y a un dépotoir de boue et de déchets donc, par cette même entreprise chinoise HNRB. Cela menace donc la santé des élèves, cela menace la santé des riverains. Et nous n'avons pas jusqu'à ce jour la preuve donc des analyses chimiques, du screening phytochimique. Et donc, s'il n'y a pas une présence, par exemple, des éléments radioactifs, mutagènes, cancérigènes pour la santé des riverains, même si cela doit passer 24 heures sur ce site, nous sommes en pleine agglomération. Et donc, tout de suite, nous sommes écœurés. Nous sommes écœurés parce que nous savons une seule chose. Le président de la République actuelle ne serait pas du tout d'accord avec la situation qui se produit. Nous avons mené une démarche vers l'entreprise durant donc, ce processus et cette entreprise aussi, de bonne foi, s'est rapprochée de nous en tant que plaignant. Alors, ils ont affirmé qu'en fait, que dans leur plan de gestion environnementale, ils devraient convoyer donc ces déchets, ces boues-là, au niveau d'un site à Rouegbo, selon leur affirmation. Alors, et que sur ce site, il fallait une procédure d'étude d'impact environnemental et social qui n'a pas encore abouti et que c'est l'une des raisons majeures qui les conduit à déverser de manière temporaire donc ces déchets-là donc en pleine agglomération et qui menace la santé des riverains et qui fait disparaître des écosystèmes parce que vous savez très bien que pour les financements de la Banque mondiale, il y a des exigences et parmi ces exigences, il y a les exigences de conformité environnementale et sociale, ce qu'on appelle donc l'externalisation des coûts sociaux et environnementaux. Alors, donc, si jamais les partenaires apprennent ce dégât, ce désastre qui se fait, qui n'est pas conforme aux règles environnementales et aux règles sociales et qui menace la santé des populations, je pense que ce serait vraiment pénible pour cette entreprise. Trilogie gagnante, école, entreprise, ministère. L'acte 6 a eu lieu ce jour à Cotonou. Il faut le préciser, c'est à travers une cérémonie, c'est au travers d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Énergie, Jean-Claude Dodon-Oussou, en personne, qui aura permis de faire le bilan de la 1 de l'initiative. Le compte rendu de l'événement est signé ici Ulrich Assogbaké, Flavien Zouban. Né en 2021, du constat du manque de compétences qualifiées dans le secteur de l'énergie, le projet Trilogie gagnante, École, Entreprise, Ministère, a connu son 6e acte à la communauté électrique du Bénin CEB ce jeudi 29 septembre 2022. Une initiative du ministre de l'Énergie qui vise à faire entrer l'école dans l'entreprise et l'entreprise dans l'école pour des compétences locales qualifiées pour le secteur de l'énergie. Dona Jean-Claude Oussou, ministre de l'Énergie, a saisi l'occasion de ce 6e acte qui entre dans le cadre de la rentrée de l'énergie édition 2022 pour faire le bilan du chemin parcouru et redéfinir les perspectives pour rendre dynamique la trilogie. Et d'après les résultats donnés, le projet porte déjà ses fruits. Le nombre de conventions de partenariat signées est de 54 en un an. Nous sommes partis de 13 au mois de mars et on a multiplié par 4. Le nombre de conventions de partenariat transmis pour signature actuellement dans le tuyau est de 91 puisqu'on est parti de 16 au mois de mars à 91, presque une centaine aujourd'hui. Mais notez bien le nombre de stages, ou plutôt le nombre de stagiaires reçus dans le cadre de cette initiative. Vous n'allez pas croire vos yeux, nous sommes à 516 stagiaires reçus en moins d'un an. Nous sommes à une centaine d'emplois créés en moins d'un an. Nous sommes en nombre d'offres de recrutement lancées presque 200 aujourd'hui. Et le nombre d'offres satisfaites déjà par rapport aux besoins des différentes structures a déjà dépassé 100. Le nombre d'échanges avec les autres partenaires est presque à 200 aujourd'hui et le nombre d'échanges ayant abouti à des résultats concrets, soit d'embauche, soit de stage, avoisine déjà les 100. Ce qui montre
sans aucune discussion que cette initiative est plus que judicieuse. Des résultats satisfaisants qui ne seraient atteints sans le soutien et l'appui du gouvernement et de son chef, le président Patrice Talon, martèle le ministre Dona Jean-Claude Oussou. J'en ai pour preuve le niveau d'investissement dans ce secteur dans le cadre du PAG 1 2016-2021 est de loin supérieur à la somme de tous les investissements qui ont eu lieu dans ce secteur pendant les 3 précédents quinquennats. Et je continue. Et ce qui confirme l'accélération de la dynamique, c'est que le niveau d'investissement prévu et qu'on a déjà commencé dans le cadre du PAG 2, qui correspond à 10% de l'ensemble du PAG 2, soit 1 200 milliards sur les 12 000 milliards. Si je rajoute ça au PAG 1, le niveau d'investissement PAG 1, PAG 2 sera de loin supérieur à tout ce qui a été investi dans ce secteur pendant 56 ans, c'est-à-dire depuis 1960. Qui dit mieux? Ça ne mérite pas un applaudissement pour le gouvernement. C'est pour vous dire qu'il y a une réelle ambition, il y a une réelle volonté politique soutenue par une réelle détermination au plus haut niveau de l'État pour faire en sorte que ce secteur éminemment stratégique et éminemment capitalistique puisse jouer son rôle historique de socle de développement socio-économique de tout pays en général et particulièrement du Bénin. Les partenaires techniques et financiers félicitent l'autorité ministérielle pour ce projet et réaffirment leur engagement à ses côtés pour l'atteinte des objectifs escomptés. Je réitère, Monsieur le ministre de l'Énergie, je réitère mon engagement d'accompagner le ministre de l'Énergie et le centre de formation dans ce projet de formation important et de développer le contenu local. Et rien que ce matin, Monsieur le ministre de l'Énergie, nous avons passé en revue les pré-soutenances d'une vingtaine d'ingénieurs en stage PFE chez nous à Vinci Énergie et que nous comptons les intégrer dans nos équipes dans les très prochains jours. Le ministre Dona Jean-Claude Oussou a par ailleurs invité les uns et les autres à travailler à l'unisson pour le maintien des compétences au profit du secteur de l'énergie. La salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou a servi de cadre ce jour à la cérémonie de récompense des meilleurs au baccalauréat 2022. Cette initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui en est à sa 3e édition cette année, aura reçu l'accompagnement de bien des partenaires. Au cours de la cérémonie, le ministre de l'Enseignement secondaire technique, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avait à ses côtés ses collègues de la fonction publique, Adidiat Matisse, et de l'agriculture, Gaston Dossouni. Golf TV Africa, Léonard Claudel Soneikmo, Silver Beyoncé. Ils sont plus de 100 nouveaux bacheliers qui ont été récompensés à l'issue de cette cérémonie qui a eu lieu dans la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou. Venus des différentes régions du Bénin, ils ont obtenu les meilleures notes, toutes séries confondues. C'est un événement qui vise à célébrer l'excellence dont la 3e édition voit le jour. Tout le monde veut être excellent. Ça, c'est un meilleur indicateur. C'est très bien. Et au fur et à mesure que ce mouvement évolue de cette façon, eh bien, les défis seront également de même ordre. Il faut vraiment se donner à la chose pour pouvoir vous satisfaire, pour pouvoir vous donner ce que vous attendez du gouvernement. Vous, qui avez de brillantes notes, vous dites, attention, il y a un piège, mes chers amis. Quelqu'un l'a dit, c'est aujourd'hui que le plus sérieux d'un autre niveau commence. Vous avez fini un niveau. Quand on vient à l'université, mes chers amis, c'est une autre réalité. Pas pour vous faire peur, mais pour vous dire que vous avez ce que nous recherchons. Vous avez le courage. Vous avez justement la force de pouvoir aller loin. Et vous savez ne pas perdre votre temps. C'est ce que nous recherchons.
À l'université, c'est ça qui doit vous conduire. À l'université, vous n'avez pas de répétiteur en maths, physique, SVT, non. Vous n'avez plus ça. Ça veut dire que vous êtes lancé. Vous avez été assisté pour produire le meilleur de vous. Maintenant, à l'université, vous sortez de l'assistanat pour rentrer dans vous-même, votre plein essor. Et les moyens ont été également déployés à travers les autorités universitaires qui sont ici. Il fait beau être là où vous êtes parce que vous méritez d'être là. Vous le méritez parce que durant toute l'année, vous avez pour les uns opté pour être là à pareil moment. Parce qu'en début d'année, et peut-être même les années d'avant, en vous projetant sur 2022, vous aviez décidé de faire partir des tout meilleurs admis au baccalauréat au Bénin. Pour d'autres, cela ne relève pas du hasard, mais ils ne l'ont pas spécifiquement planifié. Ils se sont cependant investis à étudier, à travailler pour mériter d'être là. Donc, pour les uns comme pour les autres, c'est votre mérite et je voudrais chaleureusement vous en féliciter. Concernant les critères de sélection, il s'agit de 8 filles ayant reçu la mention bien au bac C, les 17 meilleures filles ayant reçu la mention très bien au bac C et D, 8 malvoyants, 6 malentendants ayant réussi au bac et les 60 premiers, toutes séries confondues. Ces désormais étudiants ont reçu plusieurs lots, notamment des ordinateurs, des motos, des tablettes, des kits Internet et bien d'autres choses. Je voudrais, au nom de tous les lauréats ici présents et en mon nom personnel, remercier l'Éternel, Tout-Puissant, de nous avoir choisis parmi les meilleurs à l'examen du baccalauréat session de juin 2022. Je voudrais également remercier le Père de la Nation, son Excellence, Monsieur le Président et tous les acteurs de l'éducation, en l'occurrence la ministre, pour tous les efforts consentis dans l'amélioration du système éducatif béninois. Je saisis cette opportunité pour exprimer nos chaleureuses et plus profondes émotions suite à notre brillante réussite au baccalauréat. Je voudrais passer humblement par ce canal pour demander à son Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État, chef du gouvernement, de bien vouloir nous accompagner par le biais de ces organes afin que nous puissions valablement servir au thème de nos études, notre pays, le Bénin. Nous promettons représenter et hisser haut le drapeau béninois partout où besoin sera. Le directeur de l'Office du baccalauréat, Alphonse Da Silva, a prodigué de nombreux conseils aux récipiendaires et les a avertis de ce qu'il y a encore un long chemin à parcourir. Aux jeunes à qui nous venons de certifier, de confirmer leur réussite au baccalauréat, qui sont heureux. Mais c'est la fin d'une étape. Il reste encore un chemin long à parcourir. Je voudrais leur souhaiter une vigoureuse santé, une entente dans leur famille, pour que ceux-là qui deviennent nos ambassadeurs puissent aller jusqu'au bout, devenir ce que nous sommes devenus et nous dépasser. Cette initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a reçu le soutien du réseau de téléphonie mobile MTN. La communauté internationale va célébrer demain, samedi, la 32e édition des personnes âgées. En prélude à cet événement, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance s'est adressée aux populations, notamment à la cible concernée à travers le message délivré. Aujourd'hui, le ministre invite les personnes âgées et toute la population à soutenir ces personnes du troisième âge. Véronique Etoyin-Fodé Meranou
sur des propos recueillis pour vous par Spérois Roussinon et Janvier Hélette. Le samedi 1er octobre 2022, notre pays, le Bénin, célébrera, à l'instar de la communauté internationale, la 32e édition de la Journée internationale des personnes âgées. Les Nations unies ont proclamé en 1990, le 1er octobre, Journée internationale des personnes âgées, afin de mettre en lumière les droits des personnes âgées et de sensibiliser le public aux questions du grand âge. La célébration de cette 32e édition de la JIPA est placée sous le thème « La résilience des personnes âgées dans un monde en transformation », avec un accent particulier sur la résilience et la contribution des femmes âgées. En effet, la pandémie de la COVID-19 a exacerbé ces 3 dernières années les inégalités existantes, intensifiant les impacts sanitaires et climatiques sur la vie des personnes âgées, en particulier les femmes âgées qui constituent la majorité de cette population. Alors que les femmes âgées continuent de contribuer de manière significative à la vie politique, civile, économique, sociale et culturelle, leur contribution et expérience restent largement invisibles et ignorées, limitées par les désavantages liés au genre accumulés tout au long de la vie. L'intersection entre la discrimination fondée sur l'âge et le sexe aggrave les inégalités nouvelles et existantes. Reconnaissant le rôle vital des femmes âgées et pour promouvoir leur inclusion pour une meilleure réponse aux défis locaux et mondiaux, la Journée internationale des personnes âgées est un appel à l'action et une opportunité visant à faire entendre la voix des femmes âgées et mettre en valeur leur résilience et leur contribution à la société. Pour le gouvernement du président Patrice Talon, dans sa vision du Bénin révélé, aucun Béninois ne sera laissé de côté. C'est pourquoi, dans le programme d'action du gouvernement, les personnes âgées sont une cible importante à impacter pour réduire les inégalités et la pauvreté. Ces personnes sont inactives et sont confrontées à diverses difficultés telles que l'accès limité aux services sociaux de base, les maladies chroniques, le manque de soutien familial et de sécurité sociale, etc. Conscient de cette réalité, le Bénin s'est doté depuis 2016 d'une politique nationale pour la promotion du vieillissement actif et en bonne santé, qui aujourd'hui est en cours d'actualisation. Toujours dans la même perspective, un avant-projet de loi portant accès des personnes âgées aux services sociaux de base est élaboré et dont le processus de codification est en cours. Par ailleurs, à travers le volet d'assurance pour le renforcement du capital humain, ARCH, le gouvernement offre l'assurance maladie gratuite aux pauvres extrêmes et non extrêmes, dont une bonne frange est constituée des personnes âgées. Aussi, avec les différentes réformes opérées par le gouvernement, les personnes admises à la retraite qui sont des personnes âgées bénéficient dès le premier mois de leur départ de leur pension de retraite. Ces différentes mesures visent à protéger, à promouvoir, à assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme aux personnes âgées afin de garantir le respect de leur dignité intrinsèque et leur pleine participation à la vie sociale. Certes, des résultats probants et encourageants ont été obtenus, mais de nombreux efforts doivent être davantage fournis pour mieux couvrir les besoins des personnes âgées dans la perspective de l'atteinte des objectifs du développement durable. Béninoises et Béninois, le vieillissement ne doit pas être perçu comme une fatalité. C'est pourquoi j'invite tous les acteurs de la protection des personnes âgées à un engagement soutenu en faveur de la protection donc des personnes âgées. Je rends un hommage à nos chers Pépé et chers Mémé que je prie de continuer à maintenir le flambeau de la famille et des communautés. Unissons donc nos efforts pour la construction d'un monde juste, inclusif et prospère, en renforçant les facteurs de résilience et en veillant à la pleine participation des personnes âgées à la construction de notre nation. La classe 2002-2
des forces armées béninoises célèbrent ses 20 ans de carrière. Des festivités placées sous le signe de la confraternité, de la convivialité et qui réunit tous les éléments de cette promotion pour des moments d'échange et de réjouissance. L'événement qui dure 2 jours est parrainé par le chef d'état-major général des forces armées béninoises, le général Fructueux Gbakidi. Golf TV Africa, images et son. C'est cette marche d'endurance et de cohésion qui a donné le top des festivités marquant les 20 ans de service de la classe 2002 des forces armées béninoises. Les Brésiliens, comme on les surnomme, ont fait le déplacement depuis les 4 coins du pays pour prendre part à ces retrouvailles. On est appelé communément les Brésiliens. Ce nom est issu du maillot de sport que nous avons obtenu à notre incorporation, qui était celui de l'équipe nationale du Brésil. Et nous avons été une promotion de plus de 500 personnes, dont spécialement une composante de sportifs qui avait été recrutée en son temps pour pouvoir servir dans les différentes disciplines sportives des forces armées béninoises. Et aujourd'hui, ça fait 20 ans que nous avons mis pied au camp à l'École nationale des sous-officiers de Ouidah pour notre formation. Et ce fut un long parcours. Nous avons perdu beaucoup de camarades. Récemment, nous en avons perdu sur le champ de bataille au nord du pays. Donc aujourd'hui, c'est une action de grâce pour nous qui continuons à servir les armes. Et nous voulons aussi profiter, nous souvenir de nos camarades qui ne sont plus avec nous. Près d'une vingtaine d'officiers formés, plus de 300 sous-officiers et bien plus encore, c'est le bilan très satisfaisant qu'arbore fièrement cette promotion, selon les dires du président du comité d'organisation. Oui, d'abord, quand vous regardez le bilan de la classe 2002, aujourd'hui c'est 14 officiers formés, dont des officiers supérieurs. C'est aussi plus de 300 sous-officiers et dans la promotion, nous comptons moins d'une centaine de militaires de rang. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à divers niveaux de responsabilité, nous avons le commandement, nous exerçons nos prérogatives, nous défendons la nation dans toutes ses composantes. Nous avons même certaines de nos classes qui aujourd'hui se sont retrouvées à la police républicaine et qui sont impliquées dans la sécurité intérieure, dans la sécurité du pays. Et vous retrouvez aujourd'hui les membres de cette classe 2002-2 dans toutes les unités des forces armées béninoises, que ce soit à la marine, que ce soit à l'armée de l'air, à la garde nationale et dans toutes les composantes de l'armée de terre. Et nous sommes déployés du nord au sud. Vous avez des gens qui sont au front dans le Grand Nord, vous en avez qui sont au centre, vous en avez qui sont à Cotonou, donc nous sommes éparpillés un peu partout. Et c'est aussi ça le sens de ces retrouvailles, c'est de pouvoir faire revenir tout ce monde qu'on n'a pas vu depuis très longtemps et leur créer des moments de joie, de retrouvailles et de convivialité. La marche s'est échouée au pied du monument de l'Amazone pour rendre hommage à toutes les braves femmes qui font partie de la promotion 2002. Oui, bien sûr. L'Amazone, vous savez, c'est un symbole fort de l'armée béninoise. C'est un symbole qui est authentique et qui est unique au monde, puisque le Dahomey a été la toute première armée, du moins africaine, à avoir une composante militaire féminine. Et la classe 2002-2, nous avons une trentaine de personnels féminins qui fait partie de cette classe. Et quand vous regardez dans le rétroviseur, en 2002, personne ne voulait réellement que sa fille soit militaire. Aujourd'hui, la donne a un peu plus évolué, mais en ce temps, il n'y avait pas grand monde qui laissait sa fille devenir militaire. Donc nous devons saluer le courage de ces dames qui ont choisi cette carrière, qui ont fait 20 ans avec nous et qui continueront avec nous jusqu'à la retraite. Une prière d'action de grâce a été dite à l'endroit des défunts de la promotion, suivie de la prière musulmane, puis celle des religions endogènes. Ces célébrations prévues sur 2 jours s'achèvent le 1er octobre 2022 par une soirée dînatoire et une réjouissance dansante. Mesdames, Messieurs, vous avez compris, depuis un moment, une affaire agite l'opinion. Vous le savez, des populations, entre-temps, ont été dégagées de Khoulakodi à Cotonou
et n'auraient pas été recensés, n'auraient pas été relogés, alors que d'autres l'auront été. Et certains se disent victimes. Et c'est cette affaire qui se poursuit, même après la sortie du ministre du cadre de vie et après la sortie médiatique du président du comité de recensement. Nous en parlons encore ce soir et nous recevons l'un de leurs porte-parole. On le reçoit juste après ceci. Jules Besson, Oussinou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité également. Voilà. Toute première question que je vais vous poser, c'est lors du recensement des populations Clacodi, est-ce que la liste des délogés avait été affichée? Non, la liste n'a jamais été affichée. Sinon, depuis lors de l'opération, quand on avait entendu le porte-parole du gouvernement qui avait stipulé en son temps, qui avait eu l'encre avec les autorités locales du quartier, le chef quartier et le CA, et puis la population, que 368 maisons ont été décrétées pour leur relogement sur le site de Djefa. C'est depuis ce jour-là que moi, personnellement, Jules Besson, sinon, j'ai demandé à ce qu'on affiche la liste des 368 maisons pour que nous, qui sommes aujourd'hui sinistrés, ou bien ceux-là qui seront peut-être sinistrés, sachent là où diligenter leurs actions pour que le chef de l'État puisse les prendre en compte. Mais juste à l'heure où nous vous parlons, rien n'est affiché. Jusqu'à l'heure où nous parlons? Rien. Alors, quelles sont les démarches que vous avez menées après la clôture des 368 ménages relogés et annoncés par les médias? Oui, la première des choses, on a fait une délégation, on est allé voir le Sécu, le chef quartier de Clacodi. En plus de ça, là, nous sommes allés voir le CA, le chef d'arrondissement du 5e arrondissement, le 4 juillet 2022, pour qu'on trouve un consensus pour que nous qui sommes aujourd'hui sinistrés puissions avoir gain de cause auprès du chef de l'État pour qu'on soit également relogé à Djefa. Mais leur réponse était systématiquement rien. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas nous aider. Ils nous avaient demandé en son temps que est-ce que nous avons quelqu'un devant nous qui est derrière nous en train de vouloir nous aider à trouver. Nous avons dit non, nous n'avons personne. Si le chef de l'État est là et que les 368 ont déjà trouvé place, alors que nous savons que nous dépassons 368, sont environ plus de 650. Donc, après qu'il ne nous a pas écoutés, ils ont donné un refus systématique. Donc, nous avons diligenté notre action vers le ministre des cadres de vie. Le ministre des cadres de vie, le 21 juillet 2022, on a saisi un huissier, Maître Akpo, qui nous a introduit vers un courrier vers le ministre des cadres de vie. Juste à l'heure où nous parlons, le ministre des cadres de vie ne nous a pas appelés. Vous avez, au travers d'un huissier, tenté de joindre le ministre. Vous lui avez envoyé un courrier, adressé un courrier. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas répondu. Vous savez ce que vous voulez dire? Il n'a pas répondu, seulement qu'il est sorti et le 6 septembre 2022, et suivant un communiqué télé-radio pour dire que si quelqu'un pouvait peut-être répondre, si quelqu'un fait des allégations mensongères, il pouvait répondre devant la loi. Bon. Pourquoi n'étiez-vous pas pris en compte lors du recensement? Que s'est-il passé? Pourquoi? Oui, c'est parce que nous ne connaissons pas le mode opératoire. Les critères de sélection, nous ne connaissons pas. C'est après la sortie du ministre des cadres de vie qu'on a su que les maisons physiquement en place ont été recensées. Si les maisons physiquement en place ont été recensées, ça veut dire que ma maison peut-être ne sortirait pas. Mais celui qui est mitoyen à moi, sa maison est sortie à Djefa. Donc, ce qui veut dire que les maisons physiquement en place qui sont là sont laissées au détriment des maisons qui étaient déjà parties par l'érosion côtière
d'autres peut-être cassés par les opérations de 2012 et de 2019. Vous venez de dire quelque chose. Vous avez dit que, en définitive, toutes les maisons physiquement présentes, physiquement sur le terrain, n'ont pas été recensées. Non. Il y a même des maisons qui auparavant avaient déjà été emportées par la mer, mais qui ont été recensées. Oui, évidemment. C'est ce que vous avez dit. Oui. Mais pourquoi n'étiez-vous pas pris en compte? Voilà, ça, vous l'avez dit. Et quelles sont les preuves aujourd'hui qui montrent que vos parents étaient restés à Koulakodi? Moi, je suis fils natif de Koulakodi. Je suis né à Koulakodi. Je suis né à Koulakodi et tout le monde sait que Koulakodi dépasse 368 maisons. C'est près de 650 maisons. Donc, si nous ne sommes pas recensés, moi, je ne sais pas. Je ne pourrais peut-être pas expliquer comment se fait-il que le CA et les autorités ont choisi certains au détriment d'autres. Donc, vos maisons physiquement existaient? Pour moi, personnellement, ça n'existait pas physiquement lors des opérations de 2021. Mais les maisons des sinistrés existaient. Beaucoup des sinistrés existaient lors de l'opération de 2021, mais qui ne se sont pas relogés à Djefa, au détriment des maisons des amis frères du chef de l'État et du moins du chef d'arrondissement, du Sécu et de leurs acolytes. Attends, que voulez-vous dire? Vous insinuez qu'il y a des gens qui n'avaient pas de maison, qui n'étaient pas à Koulakodi et qui ont été relogés à Djefa? Oui, même ceux-là qui sont des locataires à Koulakodi ont trouvé des maisons relogées à Djefa. Des locataires, vous dites? Des locataires ont trouvé des maisons à Djefa. Donc pas des propriétaires de maisons, des maisons physiques? Des maisons physiques, non. Des locataires. Moi, je suis natif de Koulakodi. Je suis né à Koulakodi il y a plus de 40 ans. Je suis né à Koulakodi. J'ai des grands soeurs qui sont nées à Koulakodi. Et vous avez une maison? On a une maison, évidemment. On a une maison, évidemment. Vous n'êtes pas un locataire? Jamais. Jamais. Lors des opérations, parce que cette histoire ne date pas d'aujourd'hui. L'histoire du relogement de Koulakodi ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis Maga. Au temps de Maga, Crékou 1, Crékou 2, Soglo. Mais tous ceux-là n'ont pas pu reloger Koulakodi. Mais je remercie le chef de l'État aujourd'hui qui a pris une initiative là de reloger toute la population de Koulakodi. Mais aujourd'hui, grande à notre surprise de constater que nos chefs d'arrondissement, nos chefs quartiers ont biaisé cette opération du chef de l'État. Il veut peindre en noir ce que le chef de l'État est en train de faire pour la population de Koulakodi. Quelle appréciation faites-vous de la sortie médiatique du ministre? Vous l'avez dit, il a effectué une sortie médiatique aussi. Oui, nous n'incriminons pas le ministre, parce que quand on a déposé notre courrier auprès du ministre, mais il ne vous a pas répondu. Il ne nous a pas répondu. C'est sa sortie médiatique qui nous a surpris, parce qu'il devait nous appeler en tant que frères, parce qu'après tout, nous sommes des frères. Il devait nous appeler en tant que frères et savoir en réalité qu'est-ce qui se passe. Il peut nous demander, mes frères, qu'est-ce qui se passe? On va lui expliquer. Il a fait confiance à ses cadres, au CA du 5e arrondissement et à nos chefs quartiers. Il a suivi les allégations de ceux-là pour pouvoir venir faire son exposé. Donc, nous ne l'incriminons pas. Nous ne l'incriminons pas du tout. Mais il aurait quand même pu vous recevoir. Oui, peut-être. On attend qu'il nous reçoive. Encore? Oui. Pourquoi nous sommes là? Pour qu'il nous reçoive, qu'il prenne le dossier à corps lui-même, en tant que frère, en tant que ministre, qu'il prenne le dossier pour que les ratés, les choses, les non-dits du dossier soient révélés et corrigés. Mais vous avez adressé aussi, monsieur Jules Besson, aussi nous, vous avez adressé un courrier au président de la République, le chef de l'État Patrice Talon. Pourquoi l'avez-vous fait? Oui, parce que c'est un père, c'est le père de la nation. C'est lui qui coordonne toute la population de Koulakodi et toute la population béninoise. Et si aujourd'hui, nous sommes lésés, on a été voir le chef quartier sans solution, on a été voir le CA sans solution, on a adressé un courrier au ministre des cadres de vie
ne sont pas satisfaits, la seule personne qui puisse nous aider, c'est le chef de l'État. Raison pour laquelle on a adressé une lettre ouverte au chef de l'État. Juste dans la lettre, tout a été déjà dit. C'est-à-dire les irrégularités. Parce qu'ils ne sont pas associés. Les irrégularités, ceux-là qui ne sont pas propriétaires ont trouvé. Ceux-là dont la maire a déjà emporté leur maison ont trouvé. Mais ceux-là dont les maisons sont physiquement présents n'ont pas trouvé de maison à Djefa. Alors que le chef de l'État, vous-même, vous voyez tout ce qu'il fait à travers tout le Bénin. Vous voyez la taille. Celui qui a quitté Cotonou, ou bien le Bénin en général, il y a 3 ans, s'il revient, ou bien il y a 5 ans, s'il revient aujourd'hui, il va se perdre. Il va se perdre avec les grands œuvres que notre papa, le chef de l'État, Patrice Talon, est en train de faire aujourd'hui. Les gens veulent peindre ça en noir. Raison pour laquelle nous lui avons adressé un courrier pour qu'un audit soit opéré, pour que justice soit faite pour nous sinistrés aujourd'hui. Vous avez, les autorités vous appellent encore des prétendus sinistrés. Oui, nous sommes des sinistrés. Nous n'avons pas une autorité derrière nous. Nous avons les hommes des médias parce que c'est vous qui aviez répondu favorablement à notre requête. Parce que quand on criait, on a déjà tout fait. C'est vous qui portez notre voix aussi haut aujourd'hui. Nous n'avons personne. Si ce n'est pas le chef de l'État, si ce n'est pas le ministre, encore le CA qui est notre frère. Nous défendons les pauvres, nous défendons les orphelins. Et merci beaucoup pour vous. Mais le président du comité de crise a aussi effectué une sortie médiatique. Hein? Qu'avez-vous à dire au terme de cette sortie médiatique? Oui, c'est un frère, c'est un frère. C'est un frère, on a grandi tous ensemble. On a grandi tous L'État ensemble. aussi a raconté. On a grandi dans la même vent. On a grandi dans la même vent. Et moi, j'ai été choqué et surpris de l'entendre parler en ces termes. Parce que lors de l'opération de 2012, c'est lui qui a défendu Koulakodji. Il a défendu Koulakodji dans un débat contradictoire avec l'ex-préfet du littoral, M. Touboula. En son temps, il nous avait défendu. Il sait le chiffre qu'il avait donné pour Koulakodji, le chiffre de maisons, c'est-à-dire le nombre de maisons qu'il y a à Koulakodji. Il a donné. Il a porté cette doléance à l'Assemblée nationale. C'est là où le comité de crise est né. Et tout le monde faisait confiance en eux. C'est comme ça. Mais s'il lui sort de son... Dieu merci, il est sorti de son mutisme. Parce qu'on aurait adressé une lettre ouverte au chef de l'État. Parce qu'on a adressé une lettre ouverte au chef de l'État. Quand nos représentants sont allés les voir pour discuter avec eux, il était la première personne à dire nous ne pouvons pas vous aider. Oui, il a dit. Lui, le président du comité de crise. Il a dit nous ne pouvons pas vous aider. Vous avez qui derrière vous pour chercher vos terres? C'est-à-dire, selon eux, ils mettent tout dans la politique. Alors que nous avons tous grandi ensemble. Ils mettent tout dans la politique. Non, il sait, le président du comité de crise, que vous, Jules Besson Roussino, vous étiez dans une maison et que cette maison existe et que le propriétaire n'a pas trouvé relogement à Djefa. Oui, si sa maison est sortie, ça veut dire que ma maison sortirait également. Parce que les casses de 2012 nous aidaient déjà à évacuer. Si sa maison est sortie, ma maison sortirait. Et il dit maintenant qu'il ne peut pas vous aider. Il a dit qu'il ne peut pas nous aider. C'est raison pour laquelle... Il vous entend en ce moment. Je sais qu'il nous entend. Et ce que je suis en train de dire, c'est une vérité. Allez consulter une personne lambda de Koulakodji par rapport à ce relogement. Ils vous diront la vérité. Est-ce que vous êtes prêt à un débat contradictoire? On a toutefois suggéré ça, mais on n'a jamais eu ça. Nous sommes allés à Cap FM. C'est là où tout a commencé. Nous sommes des faibles. Ils nous considèrent comme des faibles. Mais il y a une justice divine. Il y a le chef de l'État. Il y a vous. Il y a ceux-là qui nous aident. C'est-à-dire vous. Ils vous ont oublié. Ils ont oublié le chef de l'État. Ils ne savent pas que cette histoire allait venir jusqu'ici. Moi, je demande même pardon au chef de l'État. Je demande pardon au chef de l'État pour eux. Parce qu'ils ont voulu peindre en noir le beau cadeau que le chef de l'État nous a octroyé. Plus de 200 ménages sont à la rade.
Les gens dorment aujourd'hui au port de pêche. Allez, tout à l'heure, là où nous parlons, à 21h, allez au port de pêche, vous allez comprendre. Allez à l'école primaire de Koulakodji, vous saurez ce que nous sommes en train de dire. Eux, ils dorment paisiblement chez eux. Mais nous qui n'avons pas trouvé, on a le chef de l'État qui est là pour nous aider. Qui est là pour nous aider. Donc vous dites que plus de 200 ménages, donc plus de 200 maisons n'ont pas trouvé un relogement à Djefa. Oui, plus de 200 maisons n'ont pas trouvé de maison à Djefa. Si le porte-parole des CPS a trouvé, ça veut dire que plus de 200 vont trouver. Plus de 200 vont trouver. Parce que Koulakodji, ce n'est pas un petit quartier. Comme l'a dit même le porte-parole du gouvernement, Koulakodji, c'est un vieux quartier. D'ailleurs, on l'appelait premier quartier de Cotonou. Vous-même, peut-être, vous avez pris par là une fois. Vous savez que Koulakodji dépasse 368 maisons. Si Koulakodji dépasse 368 maisons, les ratés, les laissés pour compte que nous sommes aujourd'hui dépassent 200. Il y a l'hygiène là. Il y a la cartographie de Koulakodji qui est là. Cette histoire de relogement a commencé, comme je l'ai dit dans le passé, et tout à l'heure même. C'est en 1996, cette histoire-là, moi, en ma connaissance, parce que je sais que ça datait de longtemps. Oui, vous avez dit même le président Maga. Mais c'est en 1996, au temps du ministre Louis Kinyankaya, que cette histoire-là, moi, j'ai connaissance de ça. En ce moment, le ministre actuel était le directeur du cabinet de Louis Kinyankaya. Donc, il était censé avoir bien compris le dossier. Il maîtrisait le dossier. Il maîtrisait ce dossier-là. Ce n'est pas aujourd'hui. Les offres se sont données. Ils avaient des offres à nos parents. Ils avaient donné des offres à nos parents. Ils ont refusé. Parce qu'ils tenaient tellement à ce quartier Koulakodji. Dieu merci que le chef de l'État actuel a relogé Koulakodji vers un site encore plus viable du côté de la mer, comme le souhaitaient nos parents. Donc, plus de 200 sont à la rade. Si plus de 200 sont à la rade, l'hygiène peut témoigner. Parce que nos maisons sont enregistrées. Nous payons des factures, nous payons des impôts. Donc, ça veut dire que nos maisons, nous avons des lots. Si nous avons des lots, ça veut dire que c'est viabilisé tout quand vous venez à Koulakodji. Mais c'est sérieux ce que vous dites là. Vous dites que l'Institut géographique national vous a recensé. Les maisons ont été identifiées, vous payez des impôts, vous accomplissez toutes les formalités qu'on devrait accomplir dans le pays. Mais chose curieuse, au cours de cette opération, c'est comme si vous n'avez jamais existé. Oui, si nous avons des lots, là où nous sommes relogés à Djefa, j'ai des frères qui sont là. Ils les ont mis en lot, comme Koulakodji. Donc nous avons des lots, nous payons l'électricité, nous payons l'impôt. Donc moi je ne vois pas pourquoi aujourd'hui nos frères, moi je ne condamne pas le ministre, je ne condamne pas le chef de l'État en ce sens que je les implore de les pardonner. Parce que c'est eux qui ont opéré comme ça. Toi tu n'es pas dedans parce que tu as eu des démêlés peut-être avec eux dans le passé. Raison pour laquelle nous sommes dans cette situation. Si aujourd'hui, le porte-parole du CPS, on l'appelle CPS, c'est-à-dire Comité de crise de 2012, a tranché, il a dit qu'il a porté 76 maisons supplémentaires au chef de l'État. Ça veut dire qu'ils savent que ça reste plus que ça. Ils avaient dit que le CQ a dit on ne peut que oublier ce qui n'existe pas. Le ministre dit c'est fini. On peut oublier ceux qui n'existent pas, mais ceux qui existent et qu'on a fin d'oublier. C'est ça que je suis en train de dire. S'ils ont porté 76 comme doléance auprès du chef de l'État, ça veut dire que tout ce qu'ils avaient fait est biaisé. Ça veut dire qu'ils savent que nous sommes plus que 368, que nous sommes plus que 600. Ils savent. Donc les 76 qu'ils ont adressés, d'afficher encore la liste des 76 pour que nous sachions qui est dedans, qui n'est pas. Mais pourquoi on n'affiche pas? Moi, je ne sais pas.
Mais c'est un peu principe. Les gens un peu comme lorsqu'il y a une opération électorale, on affiche la Même liste. moi, lors des examens, vous avez montré tout à l'heure dans vos canaux que les enfants qui sont admis au bac aujourd'hui, vous avez montré tout à l'heure. Ça veut dire que tu vas à un examen, soit tu es admis, soit tu échoues. Si c'est le gouvernement qui a recensé les 368, il devrait afficher les 368 qu'on sache que nous qui ne sommes pas recensés parmi les 368 là, sages ou dirigeants. Lors des examens, au moins, on fait réclamation. On a vu, nous ne sommes pas les seuls déguerpis, les seuls relogés. Il y a les gens de... C'est les seuls non relogés. Non, c'est-à-dire l'opération là, par exemple, ce n'est pas seulement à Plakodi. Il y a des gens de Togouin, il y a les gens, les hommes juste à Ouida. Les autres ont affiché la liste, ceux-là qui ne se sont pas vus relogés sur leur site respectif, ont dirigeanté les actions vers ANDF et autres là, afin qu'ils soient pris en compte. Mais on a demandé cette liste-là du recensement. Jusqu'aujourd'hui. Ceux-là qui sont sur le terrain. Jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas qui est sur le terrain et qui ne l'est pas. Alors que c'est toute une communauté. Ceux qui viennent travailler, ceux qui viennent recenser, ceux qui viennent... On a fait une vue aérienne. Si la cartographie aérienne a travaillé, chers journalistes, si la cartographie aérienne a travaillé, ça veut dire que certaines maisons ne sortiront jamais. Les maisons emportées par la mer qui sont sorties là ne sortiront jamais. Ce que je suis en train de dire, sur le site, là-bas, on ne sait pas qui sont là en tant que frères, qui sont relogés là-bas. Vous me comprenez? C'est-à-dire, nous sommes, Plakodi, c'est une communauté. Si vous êtes instruit, vous rentrez à Plakodi aujourd'hui, on sait que vous n'êtes pas de Plakodi. Donc, ceux-là, nos frères qui sont relogés là-bas, on ne les connaît même pas. C'est-à-dire, on va là, soit tu es dans telle maison, la maison à côté est vide. On ne sait pas qui est dedans. Il y a de l'espace pour tout le monde. Le chef de l'État a donné 16 hectares. Le chef de l'État a donné 16 hectares. Les 16 hectares pouvaient contenir... tout le monde, parce que Plakodi était sur 8 hectares. Plakodi était sur 8 hectares. Le chef de l'État a donné 16 hectares et il y aura encore moins de choses là, de maisons. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ils ont fait ça pour des intérêts. Ils ont fait ça pour des intérêts inavoués. Ils n'ont qu'à nous dire la vérité. Ils n'ont qu'à dire la vérité au peuple. S'ils ont relogé 368 au détriment de plus de 600, c'est qu'ils ont leurs raisons. Moi, je ne sais pas. S'ils peuvent venir, qu'on en discute devant les plateaux, devant les juridictions, partout, nous sommes prêts. Parce que nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Si on peut dire ça à la maison, nous sommes encore d'accord. Pourvu que l'histoire ne retienne pas leur nom. Pourvu que l'histoire ne retienne pas leur nom. Le chef de l'État a déjà tout fait. Le ministre a déjà eu confiance en eux. Il les a confié le travail. Ils doivent faire le travail en bon escient. Pour que nous, aujourd'hui, qui sommes à la rade, OK, puissent avoir aussi gain de cause. Vous avez dit que le chef de l'État a attribué 16 hectares. Plakodi était sur 8 hectares environ. Mais combien de maisons c'est 200 mètres carrés, non? Ou bien... Maisons de 200 mètres carrés. Combien de maisons de 200 mètres carrés environ on peut trouver dans... Dans les 16 hectares, normalement, on peut trouver plus de 512 maisons. Et mathématiquement, on peut trouver plus de 512 maisons de 200 mètres carrés. Voilà. Maintenant, s'ils ont octroyé 368, le reste, parce que moi, je ne maîtrise pas comment ils ont fait pour trouver 368. Je ne suis pas dans... Parce que la liste n'est pas affichée. La liste n'est pas affichée. On le connaît, voilà. Donc, si les gens disent aujourd'hui que ce n'est pas cartographie, pas ceci, pas ça là, le problème ne se situe pas là. Parce que les gens qui ont été déjà emportés, les gens qui n'ont été jamais propriétaires, sont à Djefa. Moi qui suis né à Plakodi, mon plan, c'est que si vous étiez à ma place, vous étiez à la place de tout le monde, vous allez vous comporter ainsi. C'est-à-dire, même si le ministre est sorti, pourtant, je suis là, je suis au plateau. Ça veut dire que ce qui se passe,
c'est pas méchanceté. Mais tel que vous avez parlé tout à l'heure, c'est comme si les cadres en qui le ministre a confiance sont en train de l'induire en erreur, avec la complicité de certains des vôtres. Oui, c'est pour cette raison que je demande au président de la République de saisir même le dossier pour que l'audit soit fait. Nous sommes au terme de cet entretien, monsieur Jules Besson-Wissounou. Je vais vous laisser conclure. Ok, chers journalistes, merci à vous et merci à tout le peuple béninois qui depuis un moment est en train de suivre cette histoire de Kouakoji de manière répétée. Je profite de cette occasion pour implorer l'indulgence du chef de l'État qu'il saisisse lui-même le dossier pour que nous, qui sommes laissés pour compte, puissions avoir le sourire demain. Jules Besson-Wissounou, je vous remercie. Je vous remercie également, chers journalistes. Mesdames, Messieurs, nous allons tout de suite entrer dans la deuxième partie de cette messe de l'information, le sommaire de l'actualité internationale. Objet de tir nourri ce vendredi, des militaires déployés un peu partout dans le pays. Golf TV Africa vous en fait ce soir un point sommaire. Comme annoncé, une mission de haut niveau de la CEDEAO était à Bamako hier pour l'affaire des 46 mercenaires ivoiriens sous mandat de dépôt. La Finlande indique qu'elle ferme sa frontière aux terroristes russes à partir de ce jeudi à minuit. Le gouvernement a déclaré que cette mesure entraînerait une forte baisse du trafic frontalier. Plusieurs endroits stratégiques de Ouagadougou au Burkina Faso ont été objets des tirs nourris ce vendredi 13 septembre en début de matinée. Des militaires se sont déployés un peu partout dans le pays. Le pays des hommes intègres, de nouveau basculé dans l'incertitude 8 mois après le putsch du lieutenant-colonel Damiba Spéroa-Oussino. Plusieurs civils et militaires ont manifesté vendredi 30 septembre en début de matinée devant les locaux de la radiodiffusion-télévision du Burkina Faso. Des images parvenues à notre rédaction montrent clairement le ras-le-bol des manifestants avec plusieurs pancartes aux inscriptions diverses telles qu'ensemble disons non à la France, soutenons le peuple malien, ne les abandonnons pas, peut-on lire sur ces affiches. Dans les rues de la capitale, c'est un calme ordinaire qui règne avec la présence de militaires le long de plusieurs avenues et de certaines zones proches des bâtiments de la radio-télévision du Burkina. Le lieutenant-colonel Damiba parviendra-t-il à contenir la situation? Pour le moment, la ville est au ralenti. Le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, a accueilli à l'aéroport international Modibo Keïta Sénou de Bamako les présidents ghanéens et gambiens accompagnés d'une forte délégation. Ils sont à Bamako dans le cadre d'une mission de haut niveau. Reportage. Il est 11h05 quand l'avion transportant le président gambien se pose sur le tarmac de l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. À l'accueil, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, souhaite la bienvenue au président Adama Barrow. Minutes d'intervalle auront suffi pour accueillir le président ghanéen et sa suite. Parmi elles, le médiateur de la CEDEAO, le président Goodluck Jonathan.
Les présidents sénégalais Macky Sall et togolais Faure Gnassingbé étaient également annoncés, mais ils ne sont pas venus. On apprendra par la suite que le ministre togolais des Affaires étrangères, professeur Robert Dussé, représente son chef de l'État. Il faut préciser que le Togo joue un rôle de premier plan dans la résolution de la crise qui secoue le Mali, notamment dans l'affaire dite des 46 militaires ivoiriens arrêtés. En principe, elle dominera les échanges lors des différentes rencontres prévues. Après quelques minutes d'entrevue au salon d'honneur, en comité restreint, c'est le départ pour Koulouba. La mission de haut niveau séjourne à Bamako pour 24 heures. Au programme, à Koulouba, 3 moments clés, la séance à huis clos, le déjeuner avec le président de la transition. C'était annoncé, la mission de haut niveau de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, est venue à Bamako pour une médiation concernant l'affaire des 46 soldats ivoiriens placés sous mandat de dépôt pour atteinte à la sûreté de l'État malien. La mission est entretenue à huis clos avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Rien n'aura filtré de la rencontre. Suivez. La diplomatie sur le terrain de la justice et la démarche ouest-africaine. Changement de cap pour la CEDEAO, médiation après sanction. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, en bon africain, ouvre tout de même les portes du palais de Koulouba à la mission de haut niveau de la CEDEAO et accorde une entrevue au chef d'État ghanéen, gambien et au ministre togolais des Affaires étrangères. Nana Akufo-Addo, Adama Barrow et Robert Dussé ont été dépêchés par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour trouver une issue à l'affaire des 46 soldats ivoiriens placés sous mandat de dépôt au Mali pour atteinte à la sûreté de l'État. Rencontre à huis clos de quelques minutes élargie par la suite aux différentes délégations pour 2 heures de temps cette fois-ci. Les présidents s'entretiennent une seconde fois sans la délégation et hors caméra plus d'1 heure de temps. À leur sortie, pas de déclaration ni d'interview accordée. Un seul mot arraché au président ghanéen. Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre? S'il vous plaît, 2 mots. Toujours de bonnes relations, c'est tout. 2 mots pour... Thank you very much. No interview. Ça va, thank you. Monsieur le ministre. Moi, je ne parle pas. Et la presse s'est rentrée bredouille après plus de 6 heures d'attente. Les aléas du métier. L'Ouganda affirme qu'il va poursuivre son plan de construction de l'oléoduc d'Afrique de l'Est malgré les efforts des Européens pour arrêter le processus pendant 1 an. Le Parlement de l'Union européenne s'oppose à la construction du pipeline en exprimant des préoccupations en matière d'impact du projet sur l'environnement et les droits de l'homme. Suivez. Yoweri Museveni a déclaré que l'Ouganda était déterminé à pomper son pétrole sur le marché et même la résolution de l'Union européenne ne pourra arrêter les Ougandais. Le projet sera mis en œuvre conformément au calendrier. Et j'espère que nos partenaires nous rejoindront avec fermeté et qu'ils conseilleront ces parlementaires. Le Parlement de l'Union européenne souhaite que l'Ouganda réponde aux inquiétudes liées à l'environnement et aux droits de l'homme avant de procéder à la construction de l'oléoduc d'Afrique de l'Est. Ce projet de 1443 km transportera du pétrole brut de Kabale-Roma au port de Tanga en Tanzanie. En 2006, l'Ouganda a découvert 6,5 milliards de barils de réserves de pétrole brut. Mais la date de production a été reportée à plusieurs reprises en raison de problèmes juridiques et réglementaires. L'Ouganda a depuis fixé une nouvelle date d'avril 2025 pour voir son premier pétrole sur le marché, mais on craint que la controverse actuelle concernant les écosystèmes sensibles ne fasse dérailler ce plan. Alors que la controverse approche du point d'ébullition, les compagnies pétrolières qui ont beaucoup investi ressentent de la pression. Bien sûr, nous prenons la résolution de l'UE au sérieux. Elle a soulevé un certain nombre de problèmes et nous vérifions pour nous assurer que ce qui a été inclus dans cette résolution sera correctement contrôlé.
Les compagnies pétrolières se sont engagées à investir plus de 10 milliards de dollars dans les projets sur une période de 3 ans. L'Ouganda s'attend à atteindre une production quotidienne de 230 000 barils, mais les problèmes persistants des droits de l'homme et des dommages environnementaux continuent d'entraver la construction de l'oléoduc. La Finlande indique qu'elle ferme ses frontières aux touristes russes à partir de ce jeudi à minuit. Le gouvernement a déclaré que cette mesure entraînerait une forte baisse du trafic transfrontalier. Le ministre des Affaires étrangères, Pekka Haavisto, a déclaré que l'interdiction des touristes n'affecterait pas les Russes qui viennent dans le pays pour des visites familiales ou pour le travail ou les études. Suivez. Le gouvernement a déclaré que cette mesure entraînerait une forte baisse du trafic transfrontalier. Le ministre des Affaires étrangères, Pekka Haavisto, a déclaré que l'interdiction des touristes n'affectera pas les Russes qui viennent dans le pays pour des visites familiales, pour le travail ou les études. Cette décision signifie que le gouvernement finlandais a rejoint les autres États membres de l'Union européenne, partageant des frontières terrestres avec la Russie, qui ont déjà interdit l'entrée des touristes russes. Ces interdictions s'inscrivent dans le cadre d'une série de sanctions et d'autres mesures prises à l'encontre de Moscou en raison de son opération militaire en Ukraine. L'Union européenne a également interdit tous les vols en provenance de Russie, ne laissant disponibles que les liaisons ferroviaires et routières. Et ce mois-ci, elle a décidé de limiter la délivrance de visas de libre circulation dans la zone Schengen. Aux États-Unis, l'ouragan Ian a balayé la Floride. Ses vents forts, violents et ses pluies torrentielles ont déjà entraîné des inondations qualifiées de catastrophiques, de même que des coupures de courant généralisées. On fait le point. À leur réveil ce jeudi matin, ces habitants de Punta Gorda, un comté de Charlotte dans l'État de Floride, constatent ce qui leur reste après le passage de l'ouragan Ian. C'était long et intense, et puis ça s'est arrêté. Et puis de nouveau, je me disais vraiment, et le désordre que ça a laissé, mais ce n'est rien. Ma maison est toujours debout, et je n'ai pas d'inondation. Et je n'ai pas eu d'onde de la tempête. Selon le Centre national des ouragans, charriant des vents soutenus allant jusqu'à 220 km/h, Ian a touché terre mercredi après-midi, le long de la côte de Cayo Costa, dans le sud-ouest de la Floride. Ici, cette vidéosurveillance montre le Sunshine Skyway Bridge fermé en raison de la tempête. Par endroits, des arbres n'ont pas résisté. À Naples, dans la même région, des vidéos amateurs montrent des rues complètement inondées et des voitures flottant au gré du courant. D'après le gouverneur Ron DeSantis, la crue a parfois dépassé 3 mètres, entraînant des coupures d'électricité. Nous avons plus de 1,1 million de coupures de courant signalées. Des équipes travaillent toujours en dehors du sud-ouest de la Floride, mais sachez que ce chiffre va augmenter. Vous allez voir plus de coupures de courant alors que cette tempête se déplace dans le centre de notre État et avant qu'elle n'atteigne la côte atlantique. Près de l'archipel des Keys, à l'extrême pointe sud de Floride, les mauvaises conditions ont fait chavirer un bateau transportant des migrants. Les gardes-côtes recherchent encore 20 personnes, 3 ayant été sauvées et 4 autres ayant réussi à nager jusqu'au rivage. Ian devrait affecter plusieurs millions de personnes en Floride, mais aussi dans les États de la Géorgie et de la Caroline du Sud. Environ 2,5 millions de personnes ont reçu un ordre d'évacuation dans une douzaine de comtés en Floride. L'ouragan Ian avait auparavant frappé Cuba mardi, tuant 2 personnes et plongeant l'île dans le noir. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette grand-messe de l'information du soir sur Golf TV Africa. Toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion vous remercie de nous avoir suivis aussi. Mesdames, Messieurs, tout à l'heure à 20h30, vous pourrez suivre en nouvelle diffusion le discours du Premier ministre par intérim du Mali, le colonel Abdoulaye Maïga, à la tribune de la 76e Assemblée générale des Nations unies à New York. Tout à l'heure à 22h. Mesdames, Messieurs, vous serez à 21h, bien entendu, au-delà du réel.
au-delà du réel, le mystère continue, qui reçoit ce soir Da Lodi. Da Lodi parlera de la sorcellerie. Mesdames, Messieurs, prenez le rendez-vous, la sorcellerie vue par Lodi, intertraditionnelle. Et puis à 22h, Spérois ou sinon sera au rendez-vous pour l'édition de la nuit. Merci de nous avoir suivis, Mesdames, Messieurs. Restez câblés comme TV Africa. Bonsoir.